Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Écho d'Afrique, c'est sur DBS Télévision. Commençons par le Niger où le premier gouvernement sous l'ère Bazoum a été formé. Il est à noter que tous les dinosaures du PNDS ont été remplacés, exception faite de 3 ministres. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou, Al-Kash Halda, reconduit au poste de ministre de l'Intérieur et Aksoum Idatou à la Défense nationale. Le nouveau gouvernement est essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle qui ont soutenu la candidature du président Bazoum Mohamed. Dans ce gouvernement, beaucoup de jeunes ont fait leur entrée. Le rajeunissement est à plus de 50% selon plusieurs observateurs. C'est ainsi qu'à la tête du ministère des Finances se trouve un jeune technocrate, Hamadou Didoud. La justice, le plan et l'éducation nationale sont également occupés par des jeunes. Le président Bazoum Mohamed, qui avait nommé en fin de semaine dernière Premier ministre Oumoudou Mamadou, disait dans son discours d'investiture qu'il exigerait des cadres promus sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. C'est aussi le cas en Côte d'Ivoire où la composition du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi est sous le règne de la continuité. Ainsi, pour le premier gouvernement de son 3e mandat dévoilé il y a 2 jours, Alassane Ouattara a procédé à un réaménagement de petites touches. Certes, la nouvelle équipe est comme annoncé plus jeune et plus restreinte. Pas de ministre de plus de 68 ans et un gouvernement de 41 membres contre 47 dans le précédent. Mais de nombreux ministres déjà en place restent dans ce nouveau gouvernement. Au Tchad, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 11 avril pour l'élection présidentielle. 10 candidats sont en lice, dont le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis plus de 30 ans et qui brigue un 6e mandat. Près de 7,4 millions de Tchadiens sont enregistrés sur les listes électorales, mais tous ne sont pas encore en possession de leur carte électeur sésame indispensable pour voter. Les comités de soutien des candidats se mobilisent pour tenter de convaincre les Tchadiens d'aller retirer leur carte d'électeur et de voter. L'une de ces organisations proches du parti présidentiel s'appelle Tchad d'abord. Tous les jours, ces militants sont sur le terrain comme Mahamad Salem Moussa qui va d'étal en étal sur ce marché des Milles dans le 5e arrondissement de N'Djamena. Au Soudan, au moins 87 personnes ont été tuées et près de 200 blessés dans des affrontements tribaux depuis samedi autour d'El Geneina, capitale du Darfour Ouest, où l'état d'urgence a été décrété. Le comité des médecins condamne dans les termes les plus forts les attaques contre les établissements et les personnels médicaux et affirme notamment que le complexe médical du sultan Tajuddin a été visé par des tirs de lance-roquettes. Les opérations humanitaires et les vols ont été suspendus à El Geneina, plaque tournante de l'aide dans la région affectant plus de 700 000 personnes selon l'ONU. En janvier, 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, des affrontements similaires avaient fait plus de 200 morts. Le conflit a éclaté dans cette région en 2003 entre des forces du régime de l'ex-président Omar El-Béchi, destitué en avril 2019 sous la pression de la rue, et des membres des minorités ethniques s'estimant marginalisés. Le gouvernement de la transition a signé en octobre un accord de paix avec plusieurs groupes rebelles, notamment du Darfour, mais certains groupes insurgés de la région ne l'ont pas signé. À quelques jours du premier tour de la présidentielle au Bénin, qui va opposer Patrick Talon à Alassane Soumanou et Corentin Kouhoué, la tension est montée d'un cran. Depuis le début de cette semaine, des mouvements de protestation sporadiques réclamant le départ du président béninois se sont multipliés dans plusieurs villes du pays. Si à Cotonou, ce n'est pas la grande effervescence, la place de l'Étoile Rouge a été brièvement occupée par des manifestants qui ont brûlé des pneus avant d'être dispersés par des forces de l'ordre. Quelques rassemblements épars ont également été observés à proximité de la résidence de l'ancien président Thomas Bouniaï dans le quartier de Kadjeroun. À Parakou, principale ville du nord du pays, des jeunes armés de gourdins ont installé des barrages routiers et ont attaqué et incendié les locaux de la radio Oban FM, détenue par Charles Toko, ancien maire de la ville, réputé proche de Patrick Talon. À Tiaourou, considéré comme le fief de Thomas Bouniaï, des barrages bloquent l'axe principal traversant la ville et la reliant à Savet, où les manifestations ont également été observées. Au Rwanda, le président et son épouse ont pris part à la traditionnelle commémoration de la sombre période de l'histoire du pays des 1000 collines secouées par un génocide 27 ans plus tôt.
Paul Kagame a allumé la symbolique stèle qui orne le mémorial dédié à toutes les victimes tombées lors de ces mois de guerre civile. En 3 mois, d'avril à juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été tués au Rwanda à l'initiative d'extrémistes Hutus qui se trouvaient alors à la tête du pays. La France a ouvert au grand public d'importantes archives relatives à la situation au Rwanda entre 1990 et 1994, 27 ans jour pour jour après le début du génocide des Tutsis dans ce pays. Le président rwandais Paul Kagame a salué mercredi le rapport du clerc, estimant qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qui s'était passé. Pour sa première médiation dans son nouveau costume de président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi avait fait le choix de s'attaquer à un dossier diplomatique complexe, celui du grand barrage éthiopien de la Renaissance. Le chef de l'État congolais, qui s'est rendu ces derniers mois en Égypte et en Éthiopie, espérait enclencher une nouvelle dynamique pour parvenir à un accord gagnant-gagnant. Lors de son discours d'ouverture, le 4 avril, le président congolais avait estimé que les divergences autour du grand barrage éthiopien de la Renaissance ne doivent pas être regardées comme une fatalité. Ces 3 jours de négociations organisés à l'hôtel du fleuve Congo à Kinshasa ont montré que le chemin à parcourir pour un accord est encore long. Initialement prévu sur 2 jours, la rencontre a d'ailleurs été prolongée de quelques heures. Un délai qui n'aura cependant pas suffi à ce que les 3 pays parviennent à trouver un terrain d'entente. Le communiqué final, lu mardi 6 avril par la ministre congolaise des Affaires étrangères Marie Toumba Nzeza, qui s'est présentée seule devant la presse à l'issue de la rencontre, n'est fait état d'aucune avancée particulière. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cet autre numéro d'Écho d'Afrique. Merci de votre affable attention. Restez des nôtres, nos programmes se poursuivent sur DBS Télévision.